savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Cybèle Olivier. Salut Cybèle. Salut Alexandre. Encore une fois, Donald Trump qui fait beaucoup parler. Je commence avec le Journal de Montréal, notre journal maison, qui titre « Première sortie publique pour Trump ». Et c'est aussi la une en presse ce matin qui dit de son côté « Trump reçu en héros ». Donc voilà, il s'est présenté comme un miraculé à la Convention nationale hier à Milwaukee, quelques heures après avoir nommé son colistier, J.D. Vance, 39 ans, et surtout, quelques heures après avoir vécu son attentat. Je vous apprends rien ce matin. Donc, tu l'as mentionné un peu plus tôt, mais pour ceux qui n'auraient pas vu encore les photos, il s'est présenté avec un gros bandage blanc sur son oreille droite qui fait vraiment le tour de son oreille au complet. Je t'entendais un peu dire, coudon, est-ce que c'est pour montrer vraiment qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais ça pas fait si très motu-vu, là. Tu sais, c'est quasiment gros comme une enveloppe, là, sur l'oreille. Je veux dire, il est vraiment blessé, là. Il est véritablement blessé. On dirait une petite mitaine sur son oreille. C'est vrai que c'est assez imposant, mais bon, est-ce que c'est peut-être juste un bandage normal? On sait pas non plus, peut-être qu'on spécule. Mais ça se pourrait aussi que dans les flaflas de Donald Trump et dans sa prestance et son envie de toujours en faire un petit peu plus, potentiellement que ça pourrait avoir un lien avec ça. Évidemment, on l'a vu encore, le point levé. Ce que le journal raconte ce matin, c'est qu'en même temps où se déroulait cette allocution-là de Donald Trump et ce rassemblement-là, donc du Parti républicain, il y avait aussi Joe Biden qui est en train de donner une entrevue à NBC. Et à ce moment-là, dans cette entrevue, il est revenu sur certains propos. Tu sais, hier, on faisait mention des républicains qui fustigeaient Biden sur certains propos qu'il avait tenus, puis il essayait de tourner autour de ça pour le pointer du doigt. Un peu dans cette même optique-là, Joe Biden est revenu donc sur certains propos qu'il avait tenus la semaine passée, donc une semaine avant les événements. Il avait dit à un moment quand il interpellait ses donateurs, c'était le 8 juillet, il avait dit, et je cite, « Il est temps de cibler Donald Trump ». Bien, hier, en entrevue à NBC, il s'est fait questionner là-dessus. Et évidemment, Joe Biden a voulu rétracter ses propos en disant « C'était une erreur d'utiliser ces mots-là. J'aurais pas dû parler de cette manière-là, surtout étant donné les événements. Maintenant, c'était pas du tout le bon vocabulaire à utiliser. » Donc, c'est un peu ça là-dessus que revient le journal et la presse ce matin en lien avec M. Trump. Ben oui, c'est l'éclipse médiatique. Puis peut-être que, je vais y aller de spéculation de mon propre côté, mais Joe Biden, il doit être quand même content. Tu sais, pas que M. Trump se fait tirer dessus en général. Là, je veux dire, c'est terrible. Puis même si c'est son adversaire politique, je vous le dis, là, M. Biden, c'est un gars d'une empathie pleine et entière. Je suis convaincu qu'il souhaite pas la mort de son opposant politique. Je pense loin pas de du là. tout. Par contre, il doit être quand même content d'un truc. C'est que là, c'est que de M. Trump, que de la tentative d'assassinat, la photo historique, le rassemblement, le gros tape sur l'oreille. C'est juste de ça qu'on parle. On a arrêté de parler momentanément du fait que... Exact, que M. Biden est une vieille momie qui croule en poussière. Ouais, je m'excuse de mes termes crus, mais c'est un peu ça. Je veux dire, c'était ça le narratif dans l'actualité. Tous les jours, il éternuait. Les caméras du monde entier débarquaient. Êtes-vous en train de mourir, M. Biden? Tu sais, je veux dire, quelle pression sur un homme. Et là, on a enlevé un peu de cette pression-là. Là, on regarde ce que fait Donald Trump. Je veux dire, c'est pas nécessairement bon pour lui, là. Je vous donne une petite statistique, là. Presque tous les présidents, je pense que c'est pas tous les présidents qui ont été victimes d'une tentative d'assassinat, ont tous été réélus dans l'histoire. Je sais que c'est pas une grosse statistique de hockey, là, on se comprend, puis on n'a pas tant que ça, mais ça met quand même l'emphase sur lui, la photo, là, on va se dire une photo de gangster, là, avec le poing dans les airs, le drapeau américain, les aigles qui crient en arrière. Ah! Je veux dire, c'est écœurant, là. Cette photo-là, elle se peut pas. Elle se peut juste pas. Pour lui, c'est bon. C'est bon pour sa campagne, M. Trump. Tout ça, c'est bon. Mais c'est pas dommageable en ce moment, nécessairement, pour Joe Biden lui-même. Fait que la pression est enlevée, est ailleurs. Ça va revenir. Je veux dire, ça risque d'être encore un débat qui va faire rage autour de lui. Mais le spin de l'actualité, si on veut, a changé de côté. Puis ça doit le soulager un peu. Ce que j'entendais aussi d'analystes, ils expliquaient que là aussi, il y a un changement qui est pas peut-être pas grand, mais par rapport à l'empathie qu'on peut avoir envers Donald Trump, un sentiment que peu de gens avaient jusqu'à présent et qui, là, toute la situation amène ce sentiment-là. Donc, est-ce que ça aussi ne peut pas être
peut-être un peu défavorable pour Trump, parce que pour Joe Biden, parce que là, on a différents types d'émotions et les projecteurs sont braqués sur Donald Trump. Alors, est-ce que Biden ne va pas perdre un petit peu de son intérêt dans l'actualité, étant donné ça en plus, ou du moins, est-ce qu'on va pas en parler d'une façon différente? J'entendais ça, puis je trouvais ça intéressant, parce que c'est vrai que de l'empathie envers Donald Trump, c'est pas souvent qu'on entend ça. Mais évidemment, quelqu'un qui subit un attentat comme ça, on est tous humains, on se dit, mon Dieu, on souhaiterait pas ça à personne. T'sais. Non, exactement. La violence politique n'a jamais sa place, même envers les politiciens qu'on aime moins, qu'on respecte pas. Il y a une place qui existe pour être capable de passer un jugement sur des politiciens, puis ça s'appelle les urnes. C'est aux élections que vous faites ça. Pas avec des balles, pas avec des menaces, pas avec des insultes. Tout savoir en 24 minutes. Radio-Canada qui nous parle, c'est un texte de Thomas Gerbet qui nous dit que Québec a déjudiciarisé la possession de drogue sans informer les policiers. Donc, ce qui nous explique, en fait, c'est que fumer du crack, prendre de la cocaïne, s'injecter du fentanyl, et maintenant, à l'abri des poursuites judiciaires. Donc, toutes ces actions-là ne seront plus traduites à justice ou selon seulement quelques règles. En fait, ce qui dénonce là-dedans, c'est que les policiers et plusieurs personnes qui s'occupent de ces gens-là sur le terrain n'ont pas été informés de ça. Donc, en fait, c'est que maintenant, le gouvernement a modifié une loi qui fait que la possession simple de drogue, donc la possession sans intention d'en faire le trafic, est maintenant déjudiciarisée depuis 1 an, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de publicité ni de médiatisation, ça fait que les personnes dans le réseau de la santé n'ont pas nécessairement pu se préparer à interagir avec ces gens-là. Donc, ça fait que étant donné qu'ils sont plus judiciarisés ou sont plus pris et arrêtés directement, évidemment, sont envoyés dans les hôpitaux, sont envoyés vers les policiers et ils doivent de plus en plus travailler avec ça. Et c'est là que ça revient à notre sujet de cohabitation difficile, où maintenant, c'est comme s'il y avait un laisser-aller ou comme si on les laissait consommer dans des circonstances qui sont un peu anodines. Évidemment, ils peuvent quand même être traduits en justice, ces personnes-là, mais ça, c'est selon certaines règles exactes. Mais bref, Thomas Gerbet dénonce ça, ou du moins relate que les policiers et les gens du milieu dénoncent cette situation-là. Donc, des fois, on va pouvoir recommander des accusations criminelles quand, par exemple, on prend de la drogue en présence de mineurs, au volant, dans un contexte de violence, quand il y a des armes, quand il y a des groupes criminels, mais sinon, outre ça, quand c'est quelqu'un qui est assis devant les marches de Cube Radio et qui s'injecte du fentanyl, si on appelle la police, je veux pas dire qu'il va rien se passer, mais la personne ne sera pas traduite en justice. Ouais, à moins d'avoir commis un délit, un méfait, de nous empêcher de passer, d'être violent verbalement, d'être violent physiquement avec nous autres. Tout à fait, mais le simple fait de posséder de la drogue et de l'utiliser sur la place publique n'est plus l'objet de poursuites judiciaires. Puis c'est ça, c'est dénoncé parce que il y a deux médailles à ça. C'est que d'un côté, les intervenants dans les milieux, dont Jean-Sébastien Fallu, à qui on parle souvent, qui lui dit toujours faut arrêter d'ostraciser ces gens-là, faut arrêter de juste les prendre puis d'aller les mettre dans un coin, il faut s'en occuper, faut leur parler, puis le fait de les amener en prison, j'exagère, mais le fait de les mettre en prison, ça va jamais régler le problème. Donc il y a ce côté-là où on se dit bon, c'est pas nécessairement négatif le fait qu'on les traduise pas en justice de cette manière-là. Par contre, vous auriez dû nous avertir que ce changement-là allait se faire. Ben oui, c'est ça. Pourquoi mais c'est ça la base du problème. C'est que d'essayer de passer ça dans la discrétion absolue, c'est vraiment bizarre. Tu sais, ça donne l'impression, parce que surprise, quelqu'un a fini par le découvrir, ce qui était certain qu'il allait arriver. Mais du moment où ça se sait et quelqu'un le voit, t'as l'impression que le parti s'est fait prendre la main dans le sac. T'as l'impression qu'il cache quelque chose. Qu'à la mesure, s'il avait été annoncé simplement, j'ai pas l'impression que ça aurait fait tant de bruit que ça, tant de vagues que ça, puis que le monde serait grimpé dans les rideaux. Vraiment pas cette impression-là. Mais là, ils nous l'ont caché. Pourquoi? C'est quoi qui a caché? C'est donc bien bizarre. Là, c'est juste ça l'impression que ça donne de faire ça. Tu mets les policiers en tabarnouche, puis je vois pas pourquoi ça s'est fait dans la discrétion. Vraiment, vraiment bizarre, là, comme tactique du gouvernement. C'est vraiment discrétion, parce que ça n'a pas été caché. Dans le sens où ça n'a pas été mis de l'avant, mais ils ont fait une petite publication en avril-mai dernier, 2023. Et là, ça a juste
passé dans le beurre. Ils n'ont pas poussé ben. On n'a pas reçu un beau communiqué. Voici ce qui se passe. Conférence de presse. On vous explique le pourquoi du comment. Les policiers sont là pour dire nous sommes prêts à aller de l'avant et à vous aider dans cette démarche-là. Et là, donc voilà, cacher peut-être pas le bon terme, mais du moins, ça n'a vraiment pas été mis sous les feux des projecteurs, Alexandre, ça c'est sûr. Vraiment, vraiment étrange comme tactique. Je vois pas pourquoi ils auraient fait ça, mais bon. Hein, là, on le sait, là, c'est annoncé, là, c'est avisé. Après ça, moi, je suis pas un expert en gestion de drogue, en gestion là, de la lutte contre les stupéfiants. Est-ce que c'est ça? S'il y a des experts qui se sont penchés là-dessus et qui disent c'est une meilleure idée de pas criminaliser, à voir, sincèrement, à voir, mais faites juste l'annoncer. C'est bizarre de faire des trucs comme ça. Surtout que ce sont les premiers concernés, les policiers. Oui, c'est eux qu'on appelle directement et qui arrivent sur le terrain, eux et les intervenants. Alors, de savoir ça, eux, en fait, ce qu'ils expliquent dans le texte, parce que Thomas Gerbet s'est entretenu avec les policiers et a parlé à différents corps policiers et tout le monde s'entend pour dire on n'a jamais entendu parler de ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, eux autres continuent de faire comme ils faisaient avant. Ils vont continuer d'aller déposer au DPCP des plaintes ou de leur apporter les cas. Et c'est juste que là, maintenant, le DPCP ne va pas autant souvent déposer des plaintes formelles ou traduire en justice ces personnes-là. C'est ça que ça va changer, en gros, pour notre quotidien. Mais on peut toujours appeler les policiers ou les intervenants au besoin. Mais les premiers concernés, ben, ils ne savaient même pas. Tout savoir en 24 minutes. Du côté du Devoir, il s'intéresse aux propriétaires immobiliers qui se disent asphyxiés par les difficultés financières. On est souvent en train de discuter, Alexandre, toi et moi, et dans les médias en général, des difficultés de la part des locataires de se trouver des logements et tout ça. Mais oui, il faut rappeler que certains propriétaires qui ont de la difficulté et qui ont vraiment, qui se sentent étranglés par tous les restants de la pandémie. C'est un peu ça que Zachary Goudreau et Samuel Ouvrade nous raconte aujourd'hui. En fait, le Devoir a compilé des données et il s'est penché sur les cas de propriétaires d'immeubles et dans son analyse, le Devoir dit que le nombre de propriétaires qui se trouvent dans une situation financière qui est difficile a connu un énorme rebond depuis l'an dernier. Donc, il parle de 39% d'augmentation de propriétaires qui ont fait des actes de difficulté financière. Donc, ça, c'est les défauts de paiement sur une hypothèque, des problèmes avec l'impôt foncier, une faillite, une saisie. Donc, c'est quand même une augmentation de près de 40% des proprios qui se disent « Hey, moi, je suis plus capable. » Donc, il y a eu en fait, les chiffres sont plus grands que même avant la pandémie, puis c'est pour ça un peu que ça détonne. Et il y a certains experts avec qui ils se sont entretenus, dont Charles Brandt, qui est directeur du service de l'analyse du marché à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, qui lui dit en fait tout ça est en lien aussi avec l'augmentation du taux de chômage et que là, selon les projections, les taux de chômage vont continuer d'augmenter et donc les propriétaires risquent de continuer d'avoir d'avoir cette difficulté-là financière. Donc, c'est pas un beau portrait qui est dressé. C'est des gens qui vivent de ça ou qui sont propriétaires, que c'est leur revenu. Et là, présentement, ils ont toutes sortes de difficultés et c'est ce qu'on peut voir dans le Devoir ce matin. Ouais, pas facile. C'est sûr que... Comment je peux dire ça? C'est sûr, moi, je trouve ça plus difficile de voir des situations dans lesquelles il y a des gens qui sont même pas capables d'avoir quoi que ce soit comme logement, qui peuvent pas se trouver ni logement, ni propriété, ni habitation. Je pense que c'est normal que ça soit passé en première catégorie. Là. C'est la priorité des médias de parler de ces situations-là. Je suis content qu'on l'ait fait. Pour ça, c'est correct de parler aussi de ce qui se passe du côté des propriétaires. C'est vrai que la situation économique est difficile pour tout le monde. Puis tout ce que tu as nommé comme facteur vont venir l'aggraver. C'est pas facile. Puis je veux dire, il y a des gens qui sortent juste des statistiques, des images, mettons, de leur application Walmart d'il y a 4-5 ans pour leur facture d'épicerie, qui vont faire la même chose avec la même facture là. C'est genre le double. C'est de quoi de cinglé, là. C'est comme ça a doublé. Fait que je pense qu'on se sent tous, là, tout un chacun se sent pris à la gorge. Après ça, t'es propriétaire d'immobilier. Je veux pas dire que j'ai pas de pitié pour ces gens-là, mais vous êtes propriétaire immobilier. Vous pouvez toujours vendre la bâtisse. Vous allez être riche. Je veux pas être pas fin, là, mais c'est parce que ça vaut une fortune, l'immobilier. Tu peux la vendre. Fait que j'ai moins d'empathie, là, sérieusement, j'ai moins d'empathie. Je comprends, là, c'est pas facile, puis c'est plate. Vous allez sûrement perdre de l'argent, c'est des difficultés financières, tu peux vendre à perte, puis tout. Je veux dire, vous êtes propriétaire d'un immeuble. Vendez-le. Je veux dire, je veux pas être pas fin, là, mais c'est un peu ça ma vision des choses sur ces enjeux-là. Comme, il y a du monde qui sont à la rue, qui sont pas capables, genre un 1,5 d'un studio, ça coûte au-dessus de 1200$ en ce moment à Montréal. C'est tellement cher. Pour moi, c'est ça la vraie crise.
T'es quelqu'un, tu veux vivre dans une pièce et demie, ça te coûte une fortune. Après ça, je veux dire, oui, c'est plate pour les propriétaires de bâtiments. C'est pas la même crise, pas la même ampleur, selon moi. Pas la même ampleur. Tout savoir en 24 minutes. En terminant, Alexandre, il y a un texte qui fait pas mal jaser ce matin. C'est le Journal de Montréal qui s'est penché sur Guillaume le Métivierge. En fait, c'est Émilie Bégin, qui est sa conjointe, qui est revenue dans son entretien. En fait, je reformule ma phrase. Elle a été invitée, Émilie Bégin, au balado de Marie-Claude Barrette qui s'appelle « Ouvre ton jeu ». Donc, Marie-Claude lui a parlé de toutes ces 16 années, mais surtout 7 dernières années de controverses en lien avec Guillaume le Métivierge, qui, je le rappelle, avait fait beaucoup parler de lui à cause de sa mauvaise blague de boulot. Je vous laisserai aller vous renseigner là-dessus, mais bref, il avait fait une vidéo où on le voyait prendre un boulot dans ses mains où il y avait le N-word gravé dessus. Et donc, il avait publié ça sur les réseaux sociaux un peu comme si de rien n'était en faisant une blague. Et personne n'avait trouvé sa blague drôle. Et ça avait fait une tempête autour de lui. Mais quand on parle de lui, c'est tous les gens autour de lui aussi qui ont été affectés par cette tempête-là. Et c'est ce que Émilie Bégin expliquait. En fait, elle a qualifié cette tempête-là dont je vous parle de violente et d'atroce. Elle dit une chance que j'avais des bons amis puis une famille qui était... Une chance qu'on était soudés parce que nous, de l'extérieur, c'est facile de critiquer. Mais quand tu pèses sur le bouton puis que tu renfonces le clou jusqu'à temps qu'il ait transpercé la table, Alexandre, à un moment donné, il y a des choses, il y a l'irréparable qui peut se commettre parfois. C'est grave des fois d'autant mettre de la pression sur quelqu'un. Oui, Guillaume le Métivierge a fait ses propres choix là-dedans, mais sa famille alentour a tellement eu d'impact. Puis c'est ce qu'elle explique, Émilie Bégin, elle a dû consulter pour ça. Pas pour ça, mais en général, elle s'est remise en question sur son couple, sur elle-même. Et donc, elle parle de ça beaucoup avec Marc-Claude Barrette. Et elle dit que là, maintenant, Guillaume le Métivierge se sent mieux, est en train de faire une grosse introspection de lui-même et dans sa vie, mais que oui, effectivement, là, elle a remis beaucoup de choses en question et qu'elle s'est pas demandé si à un moment donné, elle devrait peut-être pas arrêter ça là, parce qu'être en couple avec quelqu'un qui crée des tempêtes comme ça et qui vient, en ne réfléchissant pas, infliger ça à sa propre famille d'une certaine façon, ben c'est grave. Puis c'est ce qu'elle raconte avec Marc-Claude Barrette. Oui, c'est un extrait audio absolument à aller écouter, là, très sincèrement. Mme Marie-Claude Barrette, qui est toujours excellente. Là, on s'entend en entrevue sur des choses comme ça. C'est sûr que quand ça déborde sur la famille des gens autour, c'est juste stupide, niaiseux, épais, déplorable. Je veux dire, Guillaume le Métivierge, ce qu'il a fait, c'est vraiment, vraiment con. J'ai pas d'autres termes là, pour ça. C'est vraiment épais. C'est comme tout le monde regardait ça et a fait « Man, qu'est-ce que tu fais? » Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, on va faire une blague raciste. Les gens vont trouver ça drôle en 2024. Non, il y a personne qui trouve ça drôle. Ta blague raciste, elle est même pas bonne. Puis après ça, elle essaie de se justifier. Mais je n'avais pas vu sur l'arbre ce mot raciste. Non, comment cela? Ta gueule, là. C'est vraiment, là, c'est ça, le terme. Le terme, là, je pense, regarde, je vais être pas fait en radio, là, que tout le monde a prononcé, là. Ensemble, à l'unisson au Québec, quand il a essayé de sortir cette excuse-là, c'était ta gueule, Guillaume, là, ta gueule. Arrête, là, arrête, va-t'en. Chut, va-t'en. C'était vraiment ça, l'espèce de sentiment commun. Mais après ça, d'insulter sa famille et le monde autour, c'est vraiment épais, là. Faites pas ça. Ces gens-là ne méritent pas ça. Après ça, tu sais, je veux dire, il a craché contre le vent puis il l'a remangé en pleine face. Guillaume, j'ai pas beaucoup d'empathie pour ça, pour sa situation, je m'excuse. C'est ça. Et, je sais pas à quoi il s'attendait. Puis je suis content de voir qu'aujourd'hui, je comprends là, tu sais, du monde qui vont crier à la culture de la cancellation puis tout, puis dans certains cas, ça peut être extrême. Quelqu'un qui fait une blague de marde de même, je suis content, maudit, qu'il disparaisse du paysage médiatique. Pour vrai, là, tu sais, c'est comme... tant mieux qu'il y ait des conséquences. Moi, dans mon livre à moi, tant mieux qu'il y ait des conséquences professionnelles pour quelqu'un qui fait des choix de cabochon. Ben oui, mais surtout quand t'es une figure publique et que tu publies à tous les gens qui te regardent, à toute ta communauté et que tu publies ça. Et surtout, puis tu l'as mentionné, c'est la manière dont tu as essayé de se rétracter de la situation en mettant encore une couche. Et prenez-nous pas pour des caves, s'il vous plaît. Puis je pense que c'est ça qui a frustré énormément de gens. Puis là, la boule de neige a continué de grandir. Puis là, on en est jusque-là. Et là, c'est sa famille qui a subi les coups. Mais évidemment, le monde est tellement méchant. Tu sais, les gens sont agressifs et violents sur les réseaux sociaux. Puis là, c'est là que probablement Émilie Bégin et sa famille ont reçu potentiellement des menaces. Mais ça, c'est stupide. Mort. Ça, c'est vraiment épais. Tu vois, c'est justement... oui, c'est beau d'aller sur les réseaux sociaux et de dire « Guillaume, t'es un maudit cave. »
Mais faut pas que ça aille plus loin que ça. Là. Juste dire, c'est beau, c'était vraiment épais ce que tu viens de faire. Guillaume, bye bye, on veut plus te voir. C'est beau. Tu l'insultes pas, puis tu l'insultes pas. Tu débordes pas dans les menaces et dans les trucs personnels pour ça. Là. Non, là, ce n'est pas affaire. Ce n'est pas affaire. Je suis content qu'elle la parle et qu'elle explique parce que il y a, au-delà de l'individu, des conséquences qui tombent sur quelqu'un. Sur les gens autour de lui. Pis ça passe pas. Je m'excuse, mais il y a personne dans une famille qui est coupable des crimes ou des intercades de quelqu'un qui est dans sa famille. Ça, c'est important de le rappeler. On va se laisser, Cybèle. J'ai le goût qu'on se détende un peu, qu'on écoute de quoi de magnifique qui va bercer nos oreilles parce que hier, au baseball, il y a eu une belle interprétation de The Star Spangled Banner, l'hymne national des États-Unis. Une dame appelée Ingrid Andress arrive et là, s'en vient chanter, là, faire une belle performance. C'est une chanteuse country qui a été nommée pour 4 Grammy. Là. Oh. Elle se pointe et elle fait cette performance-là. Écoutons, ça va nous détendre. Oh, the ramparts we watch were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof. Et ça continue comme ça. Là, je pourrais l'écouter en entier parce que ça me fait trop rire. Cybèle, vous entendiez s'esclaffer. Exact. Vous entendiez Cybèle rire, là. C'est pour ceux qui ne nous joignent pas en visuel. Le visage des joueurs de baseball qui écoutent l'hymne national puis qui sont pas capables de pas rire. Ils regardent à terre, ils se disent que c'est ça. Puis les petits bruits, on dirait qu'à ça, les petits bruits de jouissement, puis c'est comme... C'est étrange, là. C'est étrange, pauvre fille, parce que déjà ce matin, tu vois, c'est un des textes les plus lus dans des journaux en disant « Est-ce qu'on a assisté à l'une des pires interprétations des hymnes nationaux de l'histoire de la planète? » Écoute, c'est débattable, mais c'était certainement pas une très bonne performance. Mes pensées vont avec cette dame qui, je l'espère, ne sera pas insultée autant que les gens proches de Guillaume Lemaitre-Vierge l'ont été. Absolument elle ne le mérite pas, même si on se comprend, sa performance, elle, rouillée. mérite d'aller dans le trou. Merci, Cybèle, d'avoir fait le tour des avec nous.